Voilà, alors moi je vais vous parler ce soir de la robotique, avec comme intitulé pour le sujet de ce soir, la robotique du rêve à la réalité. Vous mettez ce que vous voulez derrière, 3 petits points, le point d'interrogation. En tout cas, on va essayer de voir un petit peu c'est quoi la robotique. Enfin, ça, vous savez, je vais pas vous faire l'injure de parler de ça. Mais on va simplement essayer de voir si finalement la robotique va vraiment s'imposer dans notre quotidien ou s'il va falloir attendre encore un peu plus de temps. Donc depuis quelques temps, vous l'avez sûrement remarqué, il y a quelques robots qui ont suscité un intérêt de la part du grand public. Donc je pense notamment au fameux robot qui aspire, avec son petit frère aussi qui est capable de laver les sols. Et subitement, ces robots-là qui commencent tout doucement à généraliser, à devenir accessible, ça réveille un petit peu peut-être chez certains ce rêve d'avoir des robots qui seraient capables de supprimer toutes les tâches pénibles du quotidien, de faire les tâches ménagères, de repasser, de faire le lit, etc., etc. La vie serait quand même assez sympa si les robots pouvaient s'occuper de toutes les tâches ménagères. Alors qu'en est-il pour le moment? On va un petit peu se pencher sur la question. Alors apparemment, selon certains spécialistes, ils s'étaient avancés, ils avaient dit que la décennie 2000-2010 serait la décennie des robots. Donc ils avaient basé un petit peu leur théorie de la manière suivante. Ils avaient dit 1980 c'était l'année des PC personnels, et puis ensuite 1990 ce sera les années Internet, et ils pensaient vraiment qu'en 2000-2010 on aurait vraiment une réelle explosion, démocratisation des robots domestiques. Donc pour l'instant on a bien vu que ça colle pas trop. Finalement le seul succès commercial qu'on a, c'est les robots ménagers qui aspirent et qui lavent. Voilà. Et les tondeuses. Et les tondeuses, j'allais y venir. Voilà. Donc alors on a les tondeuses, mais les tondeuses on en voit peut-être un peu moins. Ça fait partie des raisons du retard justement sur leurs prévisions qui étaient annoncées. Pourquoi est-ce que ça ne se développe pas aussi rapidement que certains l'avaient prédit? C'est quand même pas des qui s'étaient lancés dans les chiffres. Il y a vraiment deux raisons qui expliquent un petit peu ce retard du développement de la robotique domestique. La première, c'est tout simplement, en fait, ils ont sous-estimé la complexité de création de robots capables d'effectuer des tâches en apparence simple. Donc simplement, si je prends un exemple, vous prenez un robot, déjà il faut concevoir la structure même du robot, première chose. Et puis, il y a plein de sous-tâches que le robot doit être capable de faire, et pour ça, il doit être équipé. La première, il doit être capable de détecter les informations extérieures. Il doit être aussi capable de traiter les informations, donc là, il faut des microprocesseurs. Il faut aussi des interfaces, nouveau mot de vocabulaire, haptiques, voilà, vous irez voir dans le dictionnaire, avec un H pour les ignares. Je n'aurais pas mis de H, moi. Ah, c'est peut-être moi qui ai mal recopié. Voilà. Ah non, c'est possible, je sais pas. J'en sais rien. Voilà. Et voilà, donc pour pouvoir saisir les objets. Et puis ensuite, il y a les fameux Force Sensing Resistors, donc qui sont capables de détecter la résistance aux pressions pour pas que le robot qui vous serve le café vous le broie directement, ou aide le gamin à traverser la rue, ou mamie, et que mamie se fasse déchirer la main. Alors, donc tout ça, ça doit être pris en compte et calculé, et ça demande finalement une intelligence artificielle énorme, et ça a été clairement sous-estimé à l'époque, donc ça demande beaucoup de travail, de temps et d'argent. Oui. J'ai la définition d'aptique si tu veux. Ah, je veux bien. Aptique du grec aptomai, qui signifie je touche, désigne la science du toucher par analogie avec l'acoustique ou l'optique. Au sens strict, l'aptique englobe le toucher et les phénomènes kinesthésiques, c'est-à-dire la perception du corps dans l'environnement. Et je risque de me prendre un vent sur l'antenne, mais avec ou sans H? Avec H. Parfait. Victoire. Allez, je continue. Donc voilà, plein de choses à prendre en compte. Et donc l'intelligence artificielle, on s'est rendu compte qu'elle a vite atteint ses limites. Et en plus, les robots doivent s'adapter à notre quotidien, notre environnement, et c'est rempli d'aléas. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et là, l'intelligence artificielle atteint ses limites. Alors, c'est pour cette raison aussi que maintenant, on essaye de développer les robots d'une autre manière. Donc pour ça, on choisit des algorithmes évolutionnaires. Alors, ces algorithmes, en fait, le principe, c'est le robot est, si vous voulez, un peu capable d'apprendre de ses réussites et de ses échecs. Donc, il a des objectifs qui sont encodés. Il va de lui-même choisir des différentes méthodes en fonction de ses outils.
il va analyser les résultats, il va se dire tiens, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, je vais mettre ça de côté comme comportement. Quand ça fonctionne, il va essayer de renforcer ce comportement. Et au final, les nouvelles données que le robot va se construire seront réutilisées pour créer un nouveau logiciel. Voilà, donc je trouvais ça assez intéressant de voir qu'on essaye d'induire une notion d'apprentissage au robot pour remplacer l'intelligence artificielle. C'était vraiment bien. Il y a, excuse-moi, Oui, il y a bien sûr. Xavier sur la chatroom qui nous dit toujours que tu oublies une raison, Academia, les chercheurs publient beaucoup sans rien partager entre eux. Ah ouais, ça c'est possible. J'ai pas du tout C'est peut-être une pensé question de à brevet ça, aussi, mais peut-être. Oui. certainement oui, c'est quand même aussi, justement, j'allais y venir, c'est quand même une guerre commerciale. On développe pas les robots sans raison. Il faut financer tout ça. Et justement aussi, une des grandes raisons qui explique qu'on n'a pas énormément de robots qui sont sur le marché, c'est le prix de revient, donc le coût que ça coûte pour les entreprises pour pouvoir développer ces machines. Après, ils doivent répercuter ça sur le prix de vente. Et par exemple, il y avait Dyson qui avait voulu faire aussi une sorte de robot aspirateur, mais ils avaient jeté Dyson. les ponts. Oui, voilà, Dyson, pardon. Ouais. Et ils avaient vraiment cherché pendant 3-4 années à faire aussi un robot, et ils ont jeté l'éponge parce qu'il y avait trop de frais de développement, de coûts, et ils avaient réussi à faire quelque chose d'apparemment pas mal. On n'en a pas parlé, mais ça coûtait trop cher, donc personne n'aurait acheté ça en fait. D'accord. Oui, il faut peut-être attendre que les matériaux, on va dire, la technologie. Se démocratise, oui, c'est envisageable, oui. Alors, même chose, donc pour la fameuse tondeuse, par exemple, il y a une marque que je ne citerai pas qui a sorti un robot. Oh, tu peux citer, hein. Ouais. Husqvarna, voilà. Voilà, donc vous pouvez m'en envoyer un, parce que j'ai pas le jardin, mais peut-être que ça marche pour, Voilà. tu sais, le tapis. Ah, ça pourrait être chouette, ça, voilà. Petit tapis à tondre. Mais voilà, ils ont un modèle qui se vend vraiment, mais on ne le voit pas beaucoup par chez nous, parce qu'apparemment, prix de base 2 000 €, donc Oui, ça coûte pas assez cher. s'étonner si ça pullule pas dans le jardin. Je préfère exploiter un gamin et lui donner 5 €, c'est quand même moins cher. Hein. Tout à fait. Alors voilà, donc toutes ces raisons-là font qu'au final, il n'y a pas vraiment de robots qui ont réussi à percer, donc difficulté de conception, prix de revient énorme, donc c'est pas très abordable. Les deux seuls robots en fait qui ont vraiment percé, c'est le Roomba et un autre dont j'ai oublié le nom, mais on mettra ça dans le billet. C'était plutôt une sorte de robot jouet qui s'est lui aussi vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Voilà, c'est vraiment les deux seules réussites commerciales pour les robots. C'est le robot chien, non? On va voir. Oui, peut-être, je pense, mais il faudrait le nom comme ça. Moi, je mettrais ça sur le billet, là, je vois pas comme ça. Alors maintenant, question, quelles applications on peut vraiment attendre de l'avenir? Donc apparemment, notre décennie, c'est clairement pas celle des robots évolués. Maintenant, vers quoi est-ce qu'on essaie de tendre maintenant après les fameux robots aspirateurs? C'est quand même pas ce qui fait rêver le plus. Maintenant, la tendance apparemment, c'est de se porter vers des robots de compagnie ou des robots sociaux qui sont conçus dans deux rôles principaux. La première, c'est effectuer des tâches quotidiennes et aussi pour tenir compagnie. Alors là, j'ai répertorié quelques exemples de projets. Alors je commence par mon petit coup de cœur. Le premier ici, ce sera le Wakamaru. Alors le Wakamaru, c'est un robot qui fait environ 1m30 et pas mal de kilos. Il est développé par Mitsubishi. Et en fait, c'est un robot de compagnie pour le troisième âge. Donc, pourquoi robot de compagnie? Parce qu'il est capable de reconnaître 2 maîtres et 8 autres personnes. Il a intégré 10 000 mots de vocabulaire. Il a une reconnaissance vocale et faciale. Et il est capable, en fait, même de lui-même d'initier une conversation, en fait, en fonction de l'agenda, si son maître a encodé ça, en fait. Donc le robot, pour lui parler, lui dire quand il rentre du boulot, ça a été, je sais pas, la piscine, s'il revient de la piscine et que c'est encodé, il peut faire des petites conversations comme ça apparemment. Donc, ça c'est rigolo. Ça assez fun d'avoir un après, robot qui parle. Il doit être assez vite limité, je pense. Mais bon. Oui, voilà. Mais bon, voilà. Alors aussi, il serait capable de s'occuper apparemment de certaines tâches de santé. J'espère qu'ils ont bien testé. Donc apparemment, administrer une petite piqûre, prendre l'attention, c'est des applications qui sont en développement. Il pourrait aussi diagnostiquer des symptômes simples. Donc on pourrait dire mal à la tête, essayer d'expliquer. Il pourrait donner déjà des premiers symptômes. Et quelque chose qui est pas mal aussi, c'est qu'il a un téléphone intégré et juste par commande vocale, on peut l'appeler à l'aide et il va appeler les secours en fait. D'accord. Donc ça c'est pas mal. Ce qui freine pas mal, c'est comme je disais, c'est toujours le prix de revient 12 000 €. Donc c'est moins cher de payer une assistante. Une assistante, oui, tout à fait. Voilà. Alors, il y a justement Xavier qui disait sur la chatroom
que tu n'as pas parlé de l'Aibo de Sony, et il y avait aussi chez Honda, il y a Honda aussi qui avait développé un robot. Oui, donc l'Aibo, je le mentionne pas parce que je voulais pas trop m'éterniser. J'ai pris quelques exemples qui me plaisaient. Et il y a le fameux robot Asimo. Asimo de chez Honda. Voilà, ça j'en parlerai après. Hein, voilà, donc ça va venir. Alors encore une autre sorte de robot, là on s'est éloigné un peu du but social, mais j'ai bien aimé aussi. Donc ils ont maintenant créé un robot, donc là apparemment c'est le Rovio de Wowie, W-O-W-W-E-E. Et en fait ils ont passé 2 ans de développement, ils ont dépensé environ 2 millions d'euros pour créer un robot à 3 roues qui est bardé de caméras, de capteurs, etc. En fait c'est un robot de surveillance, donc il est capable lui-même de se déplacer dans les différentes pièces d'une maison. Je ne sais pas si c'est compté avec les portes fermées, mais à voir. Il peut détecter les incendies, les fuites de gaz, et il peut aussi détecter les intrusions, donc les personnes étrangères qui n'auront pas été au préalable identifiées par la machine. Ouais. Et là, il prend des photos, il filme et il sonne l'alarme. Il n'a pas du tout un aspect humanoïde, celui-là. Ah non, bien sûr, oui, on n'est pas dans les robots humanoïdes, c'est vrai, c'est juste un robot. C'est vrai que le Wakomaru, là, c'est plutôt un robot humanoïde, mais bon... C'est plutôt un gros bimendum Michelin en métal. Voilà, c'est pas top. Hein. Donc ce robot-là, il est bien, mais il a vraiment du mal à convaincre. Pourquoi parce que le cambrioleur qui rentre, il met un coup de pied dessus et il est fini en fait. Donc il faudrait qu'il fasse un... Il a eu le temps de communiquer, peut-être qu'il y a un problème. Oui, peut-être qu'il peut communiquer, mais bon, le temps qu'après que la police arrive, qu'ils seront loin et s'ils ont une cagoule, la photo ça sert à rien. Faut lui mettre des dents ou un taser. Oui, voilà, il proposait justement. Le truc qui vient vers toi avec un taser allumé. C'est ça. Les vieux accidents de travail, tu vas pas au boulot parce que ton robot a planté, il t'a mis un gros coup de taser le matin. C'est-à-dire que je l'ai réglé après 4 sonneries que je me lève pas, il vient me taser. Voilà. Donc voilà. Alors là, on se rapproche encore une autre fois du thème robot sociable de compagnie. Et là, j'ai vraiment bien aimé l'idée en fait. Donc c'est quelqu'un qui a créé un jouet pour plutôt donc destiné aux enfants. Et il a étudié un petit peu tout ce qui est comportement animal pour essayer de simuler un petit peu les apprentissages dans la vie qu'une bête pourrait avoir. Et donc le robot, c'est un peu, comme j'avais parlé avec les algorithmes évolutifs, vous le mettez dans un environnement, il va aller tout tester, sentir entre guillemets, aller voir, et il va apprendre. Et donc vous allez voir vraiment une réelle évolution chez cet animal-là. Et apparemment c'est très attachant. Donc Furby n'a qu'à bien se tenir. La concurrence high-tech est en route. Alors maintenant, donc, tout ça c'est bien beau, mais moi au départ ce qui m'intriguait dans le sujet, j'ai envie de dire où est donc G3PO ou C3PO, je ne sais plus trop. C'est G3PO. G3PO, voilà. Donc, et R2D2 R2D2, bon, un peu moins humanoïde ici. Un peu moins humanoïde. Voilà, les fameux robots humanoïdes, inspirés un petit peu par Asimov, etc. Ça a quand même bien nourri un peu les mythes. Oui, il y a pas mal de films qui ont été basés là-dessus. Oui, voilà, je crois qu'on avait fait un sujet là-dessus. On a déjà fait un sujet là-dessus. Précédemment, j'avais bien aimé. Et là, c'est le problème de l'argent est encore pire parce que faire un robot humanoïde, c'est encore plus complexe et plus coûteux à réaliser. Pourquoi ? Parce que le robot aspirateur, il fait qu'aspirer. Nous, dans notre vision qu'on a, le robot serait un petit peu multitâche. Et donc, le chemin à parcourir est vraiment immense. Il y a toujours cette barrière de l'intelligence artificielle qu'on n'arriverait pas à dépasser. Alors, exemple, le fameux robot de Honda, donc Asimo, ouais. Ils ont passé 10 ans, ils ont dépensé des millions de dollars juste pour pouvoir le faire marcher sur 2 pieds. Donc, le temps qu'ils fassent le reste, je sais bien qu'en des vidéos, ils seraient capables de faire telle et telle chose, mais c'est vraiment pas au point. Par contre, celui-là, Asimo, là, il sait servir de verre de thé, il sait faire des trucs comme ça, oui, il voilà. sait faire à manger maintenant, il sait manipuler des casseroles. Voilà, mais c'est vrai que ça a évolué, mais vraiment au départ pour des choses simples. Après, voilà, c'est vrai que c'est diversifié au niveau des tâches, mais apparemment, je suis pas trop convaincu qu'il va vraiment. Et après, il est pas indépendant, quoi. Je veux dire. Oui, voilà, c'est ça. Et puis il apprend pas. Enfin, c'est pas. Oui. C'est d'autres choses, quoi. Et alors, il y a d'autres pistes maintenant qui sont exploitées. Il y en a une que j'ai vraiment bien aimée. Je trouve qu'il pourrait avoir pas mal d'applications potentielles. C'est plutôt que de faire un robot qui apprend par lui-même, qui a son autonomie propre, entre guillemets. C'est juste un robot qui est télécommandé à distance de forme humanoïde. Donc c'est un professeur au Japon qui a fait ça. Il a appelé son robot télécommandé le Geminoïde. Et donc il a carrément fait
mouler son visage, et des fois, s'il n'est pas présent à une conférence, il met son robot avec l'élève qui parle, et voilà, il s'est inventé un remplaçant comme ça. On pourrait même envisager qu'il dédouble les robots et qu'il en télécommande plusieurs en même temps. Il pourrait être à plusieurs endroits, entre guillemets, à la fois. Et en réfléchissant, je me suis dit ça pourrait être sympa qu'une personne fasse des gestes vraiment très complexes et que ce soit répété à la chaîne par plusieurs robots. Ça pourrait être vraiment bien rentable. Oui, voilà, pour assembler des iPhones. Par exemple, oui, voilà, ça serait un peu la misère au niveau du travail à la chaîne. Mais, donc une personne et voilà, plein de robots qui répètent le geste à la chaîne, ça pourrait être vraiment bien au niveau des industries. Alors maintenant, une autre encore solution qui est envisagée, c'est les robots polymorphes. Donc le principe c'est quoi? Ils estiment que le robot, pour mieux s'adapter aux différents environnements, aux différentes tâches qu'on pourrait lui soumettre, devrait être capable de changer de forme. Donc ils ont créé un robot... Ouais. Par exemple, c'est plusieurs cubes mis côte à côte et le robot est capable de changer sa structure. Donc, il peut prendre la forme d'une chaise, il peut prendre la forme d'un escalier, il peut se créer des pattes, ça dépend du nombre de cubes, des choses comme ça. Il pense à ça, vraiment faire un robot qui peut s'adapter, prendre toutes les formes. Alors ça, c'est le robot avec les différents carrés, c'est le Superbot. Et il y en a un autre, c'est le Morphex. Là, je trouve ça assez excellent. Ça m'a fait penser un petit peu au jeu qu'il y avait sur Super NES avec Simus Prime. Je sais pas si vous voyez... Metroid, voilà. Metroid Prime. Ouais. Et en fait, c'est une boule sphérique et la boule peut s'ouvrir, ça se transforme en araignée. J'ai vu la vidéo, ça avance. C'est vraiment pas mal. Le robot, il change comme ça. C'est vraiment impressionnant. Et enfin, la dernière solution, c'est plutôt que de faire un gros robot, essayer de faire un peu une sorte de ruche ou des choses comme ça, avec plein de petits robots vraiment tout petits. Par exemple, pour nettoyer le sol, ils ont créé ça apparemment. On lance plein de petits drones, ils sont capables d'aspirer du liquide, d'en rejeter et de brosser un peu. Et donc c'est plein de petits, moustiques volants électroniques. Pardon. C'est pas grave. C'est normal, tu regardes les Chevaliers du Zodiac. Oui, j'ai été perturbé par la vanne du début. Voilà, donc c'est une autre solution. Voilà, j'ai fait le tour. Voilà. Ok, mais d'ailleurs, je sais pas si tu connais la série Real Humans. Oui, je pense. Alors, si ça t'intéresse un petit peu ce sujet des robots, etc. Donc, Real Humans, c'est un petit peu, c'est notre époque, sauf que c'est un monde un peu parallèle parce que au niveau de ces technologies, ils sont très très avancés. Et donc, ils ont les U-boats qui sont là pour faire, à la base, pour faire les tâches qu'on ne veut plus faire. Mais les gens s'attachent de plus en plus. Il y en a qui veulent se marier avec leurs U-boats. Donc, il y a tout un aspect sociologique. Voilà. Puis après, les anti-U-boats. Oui. Et je te le conseille, c'est bien ce sujet. On avait déjà parlé et j'avais pas été voir. Et Real Human, c'est ça. C'est ça.